On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Ou bonjour à tous. Voilà, je suis Moïse Joma, je suis président du comité départemental de la Ligue. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle webconférence. Aujourd'hui, 26 octobre, mois d'octobre, mois du dépistage du cancer du sein et sensibilisation au cancer du sein. Donc, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le docteur Bianco qui va nous parler de comment prendre soin de ses seins. Et qui va nous donner, je pense, des conseils. Alors, ça s'adresse, je pense qu'elle nous le dira, j'espère, aussi bien aux femmes qu'aux hommes, puisque je rappelle que quand même un tout petit pourcentage des cancers du sein atteignent les hommes. Donc, voilà. Donc, j'espère que Madame Bianco, après ça, nous sensibilisera tous et nous permettra à tous d'être, j'ai envie de dire, un peu plus rigoureux. Voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, c'est avec plaisir. Donc moi, je suis Gaëlle Bianco, je suis le médecin coordinateur du dépistage organisé des cancers du sein et du côlon pour la Vendée au sein du Centre régional de coordination des dépistages organisés des cancers des Pays de la Loire. Et donc, c'est moi qui signe le petit courrier que les femmes reçoivent pour les inviter à faire leur mammographie. Et puis, effectivement, ce soir, on va essayer de sortir un petit peu, ne pas parler que du dépistage, mais aussi de qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour prendre soin de sa santé et de ses seins. Super. Eh ben, merci, merci Gaëlle, pour cette petite introduction. Alors, bah, justement pour un peu contextualiser, est-ce que, vous pouvez nous dire, nous donner quelques chiffres sur le cancer du sein en Vendée? Oui, alors le cancer du sein, déjà en En règle France, générale. voilà, on va faire un petit peu général. En France, c'est 59 000 cancers du sein par an, à peu près, enfin 59 000 en 2018. C'est-à-dire que c'est un cancer qui est extrêmement fréquent. C'est le premier cancer chez la femme. Et on estime qu'il y a à peu près une femme sur 8 qui sera un jour concernée par le cancer du sein. C'est vraiment fréquent. En Vendée, ça représente à peu près 600 femmes chaque année, puisqu'en Vendée, on a un registre des cancers qui suit tous les cancers qui arrivent. On est autour de 600, un petit peu plus de 600 femmes chaque année. Et parmi ces 600 cancers, il y en a un petit peu moins de la moitié, presque 300 chaque année, qui sont découverts par le dépistage organisé. OK. Et donc, alors, je vais poser, enfin, pour, expliquer un peu aux spectateurs, je vais poser un peu des questions et puis après on va passer sur un autre format, un petit format vrai-faux. Et donc, la deuxième question, c'est quels sont les facteurs, de risque, à dév enfin, Qui qui augmente le risque de permettent cancer. qui favorisent, merci, qui favorisent le cancer du sein, oui. Alors, on distingue deux types de facteurs de risque. Il y a d'abord les facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir, mais qui existent. Le premier, c'est le fait d'être une femme, puisque Moïne l'a dit tout à l'heure, la plupart des cancers du sein sont chez la femme, mais il existe des cancers du sein chez l'homme également. Mais les femmes ont plus de risques d'avoir un cancer du sein qu'un homme. L'âge également, puisque entre 3/4 et 80% des cancers du sein arrivent après l'âge de 50 ans. C'est pour ça qu'on propose le dépistage organisé à partir de 50 ans. C'est vraiment l'âge augmente le risque. Et puis après, il y a des antécédents soit personnels de maladies du sein qui augmentent le risque d'avoir un jour un cancer, ou parce qu'on a eu soi-même un cancer et du coup, on a un risque plus important d'en refaire un autre. Ou il y a des risques familiaux aussi, donc des familles où il y a beaucoup de cas de cancer. Et puis, à l'extrême, il y a les mutations génétiques qui augmentent fortement le risque de cancer du sein. Et à côté de ça, il y a tout un tas de facteurs de risque qui sont liés à notre façon de vivre et sur lesquels on peut agir facilement. Ça peut être tout simplement le tabac, l'alcool, qui sont bien connus. Et effectivement, on sait qu'il y a des cancers du sein qui vont être favorisés par une consommation à risque d'alcool. Et donc, consommation à risque, ça ne veut pas forcément dire des consommations très importantes. Le risque démarre assez bas. Voilà. Et puis, il y a l'activité physique qui joue un rôle important. On sait qu'avoir une activité physique protège un petit peu du risque de cancer du sein.
L'activité physique, c'est pas forcément faire un sport à haut niveau, hein, c'est simplement bouger au quotidien, essayer de marcher le plus possible et puis prendre les escaliers, enfin voilà, être actif, mais pas forcément grand sportif. L'alimentation aussi peut jouer un rôle et notamment par rapport au surpoids. Le surpoids augmente un petit peu le risque de cancer du sein. Voilà, ça c'est les grands facteurs de risque. Mmh. OK, et alors, si on se focalise un peu plus sur, les cas, où, s'il y a des antécédents familiaux, est-ce que moi, par exemple, si j'ai un antécédent, familial dans ma famille, enfin, du coup, dans mon entourage, je dois faire, quoi, pour le cancer du sein? Ah, on vous a Ouais. Alors, en fait, ça dépend, parce que comme on disait, le cancer du sein, c'est extrêmement fréquent et donc plus on a une grande famille, plus on a de risque d'avoir un cas de cancer finalement dans la famille. Et c'est pas forcément un cancer qui est familial, ça peut être quand même un cancer lié un petit peu au hasard. Donc, on n'a pas forcément une façon d'agir en fonction de, parce qu'on a un cas dans la famille. Ça va beaucoup dépendre de l'âge et du nombre de cas. Et donc, les médecins peuvent calculer un score qui vont donner une indication s'il y a un risque familial probable ou si finalement c'est plus des cas liés au hasard. Et ce score se calcule en fonction de l'âge des différents cas et se fait par branche de la famille. Parce que si on a un cas du côté de son papa et un cas du côté de sa maman, finalement, on est sur 2 branches familiales qui ne sont pas liées. Et ça ne veut pas dire qu'on a un risque très augmenté. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai que si on a un cas dans la famille chez quelqu'un de très jeune ou chez un homme, là, généralement, on est un peu plus prudent. Et donc, on peut conseiller une consultation d'oncogénétique pour essayer de voir s'il y a vraiment un arbre généalogique à risque et adapter le suivi en fonction. Donc, il n'y a OK. pas de réponse blanche ou noire, c'est vraiment au cas par cas. OK, et par contre, dans le cas contraire où, j'ai vraiment, aucune personne, de mon entourage qui a un cancer du sein, est-ce que, je suis concernée quand même par la mammographie ou? Bah oui. Comme c'est un cancer qui est très fréquent, tout le monde est concerné et donc c'est important de se faire dépister. Alors effectivement, il y a la mammographie à partir de 50 ans. Donc dans le dépistage organisé, on invite à faire une mammographie tous les 2 ans, de 50 à 74 ans. Mais il n'y a pas que ça. Le dépistage du cancer du sein, finalement, il commence dès 25 ans avec la palpation des seins par un professionnel de santé. Alors, gynécologue quand on en a un, mais ça peut être la sage-femme, hein. Les sages-femmes font du suivi gynécologique et peuvent tout à fait faire la palpation des seins. Ça peut être le médecin généraliste, quand c'est lui qui prescrit la contraception, par exemple, il peut tout à fait palper les seins et vérifier qu'il n'y ait pas de signes inquiétants. Et donc, le dépistage du cancer du sein global, c'est à la fois cette palpation des seins à partir de 25 ans et après la mammographie à partir de 50. OK, et bien, du coup, nous, on va passer sur, un format, comme je disais, vrai/faux. Donc je vais dire voilà, enfin, dire des phrases et tu vas enfin, pardon, C'est tu bon. vas me dire si c'est vrai ou faux, donc voilà, on commence par, donc est-ce qu'il y a enfin, pas d'antécédent personnel égale pas de mammographie? Ça, Faux. c'est Alors déjà, oui, c'est vrai que c'est important, on a beaucoup parlé de la famille, mais il y a des antécédents parfois personnels, soit de maladie du sein, soit de cancer. Et puis, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a certaines maladies, quand on a une irradiation au niveau de la poitrine, ça peut aussi augmenter le risque de cancer du sein. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a strictement rien eu au niveau de la poitrine qu'on n'a pas à se faire suivre, hein. C'est exactement la même chose. Palpation à partir de 25 ans tous les ans, et puis la mammographie à partir de 50 ans tous les 2 ans. OK. Pour traiter un cancer du sein, il faut tout enlever? Non, c'est faux. Mmh. Donc maintenant, quand on détecte suffisamment tôt le cancer, et c'est quand même de plus en plus le cas, on sait traiter en chirurgie en enlevant que la tumeur avec une marge de sécurité, mais on conserve le sein. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Quelquefois, malheureusement, on n'a pas de choix que d'enlever la totalité du sein, soit parce qu'on est sur une tumeur volumineuse sur un petit sein, ou parce qu'il y a plusieurs zones concernées et que du coup, on aurait du mal à avoir une belle cicatrice. Si on doit enlever plusieurs tumeurs,
c'est parfois plus simple d'enlever le sein et d'avoir une cicatrice belle et propre qu'un sein qui a été opéré en plusieurs endroits. C'est vraiment du cas par cas, de la discussion avec le chirurgien. L'avis de la patiente est bien entendu écouté. On a des femmes qui choisissent et qui préfèrent qu'on enlève tout le sein plutôt qu'avoir un sein opéré. Et tout ça, ça se discute, mais on n'est plus obligé, c'est pas systématique. J'ai un cancer, donc je perds mon sein. Ok. Alors, arrêter de fumer est la meilleure façon de réduire les risques, vrai ou faux? C'est la question piège, celle-là. Il n'y a pas de réponse intermédiaire. C'est une très bonne façon de réduire beaucoup de risques, ça on le sait. Le tabac va agir sur le cancer du sein, mais sur énormément d'autres cancers, et puis sur les risques cardiovasculaires également. Donc finalement, quand on arrête de fumer, on va nettement améliorer ses chances, à condition de le faire bien. C'est-à-dire que si on arrête de fumer, mais que du coup on bascule vers autre chose pour répondre aux besoins que couvrait le tabac, ben, ça ne va pas forcément être une bonne solution. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas complètement vrai ou faux. C'est si on a un mode de vie parfait et qu'il y a quelques cigarettes de temps en temps, on n'est pas forcément en agissant sur. On va pas faire une grande différence en agissant sur le tabac. À l'inverse, si on a un mode de vie épouvantable avec une alimentation complètement déséquilibrée, aucune activité physique, alors c'est mieux sans le tabac. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour encore mettre les chances de son côté. Dans tous les cas, ça reste vrai que agir sur le tabac, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Ok. Et alors, si on prend le sport, est-ce qu'il permet d'éviter les récidives du cancer du sein et est-ce qu'il est aussi efficace en prévention pour le cancer du sein? Oui. Il y a eu des études qui sont sorties, donc qui ont montré qu'effectivement, l'activité physique après un cancer, notamment dans le cancer du sein, va avoir un effet et limiter le risque de récidive. Il va aussi avoir un autre impact, il va améliorer la fatigue, parce que souvent, il y a une fatigue importante qui est ressentie par les malades après le cancer. Et le fait d'avoir une activité physique, ça peut paraître complètement paradoxal, mais ça agit et ça limite cette sensation de fatigue. Donc ça améliore la qualité de vie, ça a tout un tas d'impacts, mais ça limite aussi le risque de récidive. Alors encore une fois, on est sur de l'activité physique, on ne demande pas de devenir sportif de haut niveau. L'idée, c'est plutôt la régularité et être actif, bouger, plutôt qu'être sportif et faire des performances une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Mais ça a aussi un impact effectivement sur la prévention avant le cancer. Les personnes qui sont actives ont un risque moins important de cancer. En plus, ça va aussi agir sur le poids. On sait que le surpoids va augmenter un peu le risque de cancer. Donc oui, c'est bénéfique à n'importe quel moment et sans se donner des objectifs inaccessibles. Le but, c'est pas la performance, encore une fois, c'est la régularité. Et il vaut mieux prendre le pli d'aller acheter son pain à pied et de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur au quotidien, plutôt que se lancer dans un 10 km une fois tous les 2 mois parce que tout d'un coup, on se dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport. Ok, merci pour les conseils. Et alors, ensuite, une autre question. Une boule ou une liaison au niveau du sein, c'est forcément un cancer. Vrai ou faux? Faux. Le sein, c'est un organe qui est assez complexe, qui va évoluer dans le temps, qui n'est pas tout le temps pareil et dans lequel il peut y avoir des choses qui vont se sentir comme des boules dans le sein et qui ne sont pas forcément un cancer. Notamment, il y a des personnes qui ont des kystes au niveau du sein. La plupart du temps, les kystes, c'est parfaitement bénin et ça va donner une boule dans le sein puisque c'est une poche de liquide. Voilà, et donc ça, c'est bénin. Après, effectivement, quand on sent soi-même une boule dans son sein qu'on n'avait jamais senti avant, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe et ce que c'est, parce qu'on ne saura que c'est rien qu'une fois qu'on l'aura examiné sous toutes les coutures. Voire même parfois, on le saura qu'une fois qu'on aura été prélever des cellules pour être sûr que c'est pas grave. Et puis, il vaut mieux, si jamais c'est un cancer, il vaut mieux le trouver quand c'est une petite boule d'1 centimètre que quand c'est une grosse boule de 4 centimètres. Et alors, du coup, c'est la question suivante est un peu liée. Est-ce que l'autopalpation remplace l'avis d'un gynécologue?
Est-ce que du coup, il vaut mieux se toucher les seins tout le temps, par peur d'avoir un cancer ou pas quoi, déjà? Mmh. On en parle beaucoup, hein, de l'autopalpation. C'est toujours compliqué, l'autopalpation, parce que d'un côté, c'est très bien et de l'autre côté, ça a ses limites. En tout cas, le dépistage, c'est-à-dire, rechercher les cancers, chez une personne en bonne santé sans symptômes par l'autopalpation, n'a pas fait ses preuves, scientifiquement parlant, puisque, bah, ça va générer, tout un tas d'angoisses, d'examens, pour des choses qui ne sont pas forcément des cancers, et puis ça va amener à découvrir, des cancers, qui n'auraient pas forcément fait parler d'eux par la suite, ce qu'on appelle le surdiagnostic et qu'on reproche aussi, hein, au dépistage organisé à la mammographie. Par contre, ce qui est très important, je crois, c'est de se connaître soi-même, connaître ses seins, les avoir déjà touchés pour savoir ce qui était là et ce qui n'était pas là, et surtout, parfaitement connaître, les signes qui doivent inquiéter et ceux qui ne sont pas inquiétants. Donc effectivement, on a quasiment tous entendu parler de la boule dans le sein, et donc souvent les femmes, quand elles sentent sous la douche une boule qu'elles n'avaient pas sentie avant, elles vont avoir le réflexe de consulter pour savoir ce qui se passe. Mais il y a d'autres signes et le cancer peut se manifester d'autres façons qu'une boule, notamment ce qu'on appelle les rétractions, c'est-à-dire le mamelon par exemple qui semble attiré vers l'intérieur du sein, qui se rentre, ou ça peut être une zone du sein qui a l'air d'être tirée vers l'intérieur. Un aspect peau d'orange quelquefois, un peu comme de la cellulite, une peau d'orange qui apparaît sur le sein, ou une zone inflammée très rouge qui n'était pas là avant et on n'a pas d'explication. Ça, c'est beaucoup moins connu, mais tout ça, ça peut être des signes d'alerte. Donc, quand on repère ça, ça vaut le coup de le montrer à un professionnel de santé, sage-femme, médecin, gynécologue, peu importe, qui va probablement prescrire derrière des examens d'imagerie, parce qu'il n'y a que l'imagerie qui permet vraiment de bien caractériser ce qu'il y a dans le sein et qui peut amener au diagnostic. Et donc, du coup, non, l'autopalpation, ça ne remplace pas le spécialiste. C'est complémentaire et c'est important de bien se connaître. OK. Et donc, est-ce que enfin, juste une question complémentaire par rapport à l'autopalpation, est-ce qu'il vaut mieux, quand même, se toucher les seins, enfin, se faire une autopalpation, régulièrement ou enfin, parce que, vous parlez de bien connaître ses seins quand même. Oui, Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? alors ça dépend de son ressenti. Si on réussit à être relativement serein par rapport à ce risque-là, et qu'on le fait de façon sans stress particulier, l'autopalpation peut être intéressante à condition qu'elle soit faite à chaque fois à peu près au même moment du cycle, tant qu'on n'est pas ménopausé. Et donc, c'est plutôt à la fin des règles, quand les seins sont un peu moins tendus, qu'on arrive mieux à les sentir. L'idéal, c'est de se baser sur, de commencer en fait dans les suites d'un rendez-vous chez le gynéco, le médecin ou la sage-femme, parce qu'au moins on sait qu'on démarre sur tout va bien. Mmh. Et donc on sait que ça c'est la référence. Et à partir de là, on peut palper ses seins une fois par cycle, bah, pas par mois, hein, parce que le premier du mois, ça tombe rarement toujours au même moment du cycle chez la femme. Donc c'est une fois par cycle, mais à condition d'être suffisamment serein, détendu. Après, ça peut être simplement être un petit peu à l'écoute de son corps quand on est sous la douche, qu'on se savonne, sentir un petit peu comment est son sein. Ça peut se permettre de se connaître. Mais si on est un peu angoissé par ça, il vaut mieux déléguer aux professionnels de santé et juste connaître les signes d'alerte, parce que ça peut arriver que tout d'un coup, un matin, dans la glace, on remarque quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Ou quelquefois, c'est le partenaire, hein, le conjoint qui sent quelque chose. Et donc, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que j'en fais quand mon conjoint me dit: «Ah bah, c'est bizarre, ton mamelon, il n'est pas comme avant. Est-ce que je dois consulter ou pas?» Bah oui, quand on a un sein qui se modifie, il vaut mieux aller voir ce qui se passe. OK. Alors, la mammographie présente plus de risques que de bénéfices, vrai ou faux? Faux. Il y a des études qui sont sorties qui montrent encore la supériorité de la mammographie au fait de rien faire. C'est vrai qu'il y a toujours une controverse parce que, comme tout examen médical, il y a des risques et des bénéfices. Et donc, pour l'instant, scientifiquement parlant, les bénéfices sont supérieurs aux risques. Donc, les bénéfices, c'est le fait de détecter tôt, plutôt que le moment où il y a des signes parlants.
et donc d'arriver suffisamment tôt pour pouvoir proposer justement un traitement où on ne va pas supprimer tout le sein. On sait qu'il y a moins de chimiothérapie sur les cancers dépistés, parce qu'on arrive souvent plus tôt et donc il n'y a pas forcément besoin d'un traitement par chimiothérapie. Et donc, on va améliorer la qualité de vie en limitant les traitements. Il y a aussi un impact sur la mortalité, mais qui est plus discret parce que finalement, les traitements ont bien avancé et donc le cancer du sein se soigne de mieux en mieux. Donc, il y a toujours des femmes qui décèdent du cancer du sein, mais sur l'ensemble des femmes qui ont un cancer, finalement, ce n'est pas si important que ça en nombre. Et donc, du coup, l'impact du dépistage et de la mammographie sur le nombre de décès annuels est discret. Les risques, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le surdiagnostic, c'est de découvrir des cancers qui n'auraient pas parlé par la suite. Et donc, finalement, on va donner un diagnostic, faire des traitements sur une maladie qui n'aurait pas eu d'impact sur la vie de la personne. Et puis, il y a l'angoisse, parce que quand on fait la mammographie, si ce n'est pas normal, il y a quand même toute cette période d'incertitude et qui crée une angoisse assez importante. Et puis, il y a des limites au dépistage. On sait qu'il y a des cancers qui vont apparaître entre 2 mammographies de dépistage, qu'on appelle les cancers d'intervalle. Donc, le dépistage n'est pas parfait, mais pour l'instant, la balance est quand même favorable. Et donc, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients au dépistage. Et je vois qu'il y a une personne qui nous demande si les écoulements du sein sont... Alors, je pense que ça veut dire sont des signes d'appel. Oui, effectivement, quand on a un écoulement au niveau du sein, en dehors des périodes de grossesse et de suite de grossesse, dans ces cas-là, oui, ça vaut le coup de consulter. Ce n'est pas forcément des signes de cancer, hein. Il y a d'autres causes qui peuvent donner un écoulement du sein, mais dans tous les cas, il faut aller voir pourquoi. Super. Oui, c'est vrai que juste pour les questions, en général, on fait un format où on pose les questions vraiment, on prend un temps de questions à la fin. Donc voilà, mais pas de souci pour Oui, j'ai vu le message. oui, non, mais Désolée. mais du coup, non, c'est juste pour informer les spectateurs, s'ils ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire maintenant et on y répondra à la fin de l'intervention du docteur Bianco. Du coup, pour reprendre les vrais faux, est-ce qu'une alimentation sans sucre permet d'éviter l'apparition du cancer du sein? Alors ça, c'est une croyance qui est... Alors, c'est faux, pardon, on va commencer par là. C'est une croyance qui est bien ancrée et je pense qu'elle est encore plus ancrée dans l'idée que quand on a eu un cancer du sein, il ne faut pas manger de sucre parce que ça nourrit le cancer. C'est faux. Il y a eu des études scientifiques sur un grand nombre de patients. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de lien montré entre l'alimentation en sucre et le cancer du sein. Le plus important, et je crois que c'est un peu vrai pour tout en médecine, c'est l'équilibre en fait. Et il y a rarement de régimes extrêmes qui sont meilleurs que l'équilibre alimentaire. On est fait pour manger de tout. Et donc le sucre, effectivement, on n'est pas fait pour en manger, avoir une alimentation totalement et purement sucrée. Les produits très sucrés ou très gras et très sucrés sont normalement à consommer de façon ponctuelle, occasionnelle et pas au quotidien. Mais on n'a pas besoin d'éliminer le sucre. Enfin, en tout cas, on ne va pas limiter son risque de cancer en éliminant le sucre de l'alimentation. On en a besoin. Ok. Après 75 ans, le dépistage n'est plus utile. Alors non, après 75 ans, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de dépistage organisé. On n'envoie plus de courrier d'invitation à la mammographie. C'est un âge qui est totalement arbitraire. Ça a été décidé, parce que le dépistage organisé, c'est un programme de santé publique, c'est écrit dans la loi et c'est proposé à toutes, pour le sein, toutes les Françaises entre 50 et 74 ans reçoivent leur courrier d'invitation. Et donc, il y a bien un moment où il faut Enfin, il y a un moment où on ne peut plus raisonner pour tout le monde pareil, parce qu'il y a de nombreuses façons d'avoir 75 ans. Et donc, il y a des personnes qui ont encore intérêt à avoir un dépistage parce que le dépistage, c'est aller chercher la maladie quand on va bien et qu'on n'a pas de symptômes. Et donc, c'est intéressant et la balance bénéfice-risque est intéressante quand on a un intérêt à y gagner. Finalement, une personne qui a beaucoup d'autres pathologies à côté déjà à gérer, si en plus on va chercher le cancer avant qu'il ne parle et sans être sûr qu'il parle un jour, là, l'intérêt devient limité. Donc, il y a eu un âge qui a été choisi et en fait, après, ça passe au cas par cas.
avec son médecin traitant. On peut discuter de voir est-ce que ça vaut le coup d'aller faire la mammographie ou est-ce que finalement on ne garde plus que la palpation du sein et on fait la mammographie si la palpation n'est pas normale. Mmh. OK. Une avant-dernière, vrai/faux, porter un soutien-gorge ou se mettre du déodorant favorise le cancer du sein? C'est faux, ça fait partie des croyances aussi qui ont beaucoup circulé. Alors, je trouve qu'on les entend un peu moins maintenant. Mais effectivement, le port de soutien-gorge n'augmente pas le risque de cancer du sein et le déodorant non plus. Il y a eu des études qui ont été faites pour essayer de voir, de comparer les femmes qui en portent, qui n'en portent pas, et il n'y a pas de risque d'augmenter pas d'augmentation du risque, pardon, avec ça. OK, bonne nouvelle. Une dernière, alors, malgré le dépistage, le nombre de cancers de sein ne baisse pas. Vrai ou faux? Alors, c'est compliqué de trancher. Je pense que le taux, en fait, le problème, c'est que la population concernée par le cancer du sein augmente, donc le nombre absolu de cancers du sein augmente. Je ne pense pas que l'incidence augmente fortement. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit chaque année un chiffre annoncé par an qui augmente, mais on est aussi de plus en plus nombreux, et notamment dans les plus de 50 ans. Et puis, le cancer du sein se soigne mieux. Donc, on a des femmes qui ont survécu à leur cancer et qui vont développer un nouveau cancer 10, 15 ou 20 ans après. Et ça, c'est un peu nouveau, j'ai envie de dire, parce que finalement, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on avait plus de mal à soigner le cancer du sein. Il y avait moins de personnes qui survivaient et qui risquaient d'avoir un nouveau cancer après. C'est plutôt bien. Mais donc, je pense que l'incidence n'est pas en forte augmentation, c'est surtout le nombre absolu, parce que voilà, Oui. le nombre de personnes concernées augmente. OK. Eh bien, pour conclure, est-ce que, vous pouvez résumer un peu quelles sont les bonnes pratiques à retenir du coup pour prendre soin de ses seins, avant, enfin, pour éviter le cancer du sein du coup? Alors, déjà commencer par, oui, faire un petit peu attention à son alimentation, avoir une alimentation, alors si faire attention, c'est, pas se faire la police, c'est avoir une alimentation équilibrée, notamment en fruits, en légumes, c'est être actif, donc essayer de chercher à bouger plus au quotidien, et puis, à partir de 25 ans, veiller à se faire palper les seins par un professionnel de santé, qui soit médecin, sage-femme, gynécologue, peu importe, mais qui a un regard, médicale sur les seins 1 fois par an. Et puis, à partir de 50 ans, la mammographie de dépistage. Et tout ça, évidemment, s'il n'y a pas d'histoire qui modifie le risque dans la famille ou chez soi-même. Et dans ces cas-là, on fait confiance aux professionnels pour être guidé sur la surveillance qui est adaptée. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, pour ce temps d'intervention. On va passer aux questions. Il y en a déjà quelques-unes. Alors, juste pour les spectateurs qui ne sont pas habitués, vous pouvez poser les questions dans l'onglet discussion ou sur l'onglet questions-réponses. Alors, on a une première question du coup, qui oriente plus vers comment prendre soin de ses soins après un cancer, du coup. Donc, après un cancer du sein, le plus important, c'est la surveillance. Donc, on conseille d'avoir une mammographie tous les ans à vie. Il n'y a pas de date limite pour vraiment surveiller ce risque lié au cancer du sein qui a eu lieu. Et après, sur la partie soins, cocooning, effectivement, faire attention parce que souvent la peau est fragilisée par les traitements et par l'opération. Donc, veiller à avoir une bonne hygiène, avoir une hydratation correcte de la peau. Généralement, on a appris un petit peu à masser les cicatrices pour les rendre plus souples. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire pour améliorer au niveau local. Et puis, bah, c'est l'occasion de se mettre à bouger plus, à manger mieux et à se faire du bien. Mmh. On a Rose qui nous demande quel est l'impact de la pollution sur le cancer du sein, du coup, sur le développement?
Alors, c'est limité. Je n'ai pas les chiffres précis en tête. On va avoir un impact qui n'est pas nul, mais qui est faible par rapport à l'impact de la mauvaise alimentation, du surpoids, du tabac, de l'alcool. Notamment, l'alcool est pourvoyeur d'un grand nombre de cancers du sein. Et encore une fois, on est sur des quantités qui sont connues comme à risque, mais qui ne sont pas du tout vécues comme à risque quand on n'est pas un peu expert. Notamment, ce qui est recommandé, c'est pas plus de 2 verres par jour pour une femme, avec au moins un jour par semaine sans aucune consommation d'alcool, et pas plus de 3 verres par occasion de boire, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des occasions plus festives où on va consommer plus que d'habitude. Mais au-delà de 3 verres par occasion de boire, on est déjà sur une consommation d'alcool pour la femme un petit peu excessive et qui peut entraîner des conséquences. On n'est pas tous égaux face aux effets de l'alcool. Chez l'homme, on augmente tout d'un verre, en fait. C'est finalement pas des consommations qui nous choquent en fonction de nos cultures, ça dépend, mais c'est des consommations qui semblent acceptables pour la société et qu'on sait médicalement à risque. Donc, la pollution va avoir un petit impact. Vous avez, je suis embêtée parce que je n'ai pas les chiffres à portée de main, mais vous avez sur le site de l'Institut national du cancer, E-Cancer, des publications et ils ont fait une représentation de la part de chaque facteur de risque dans les cancers, puisqu'on sait qu'il y a 40% des cancers qui pourraient être évités. Et donc, on voit les parts que représente chaque risque dans l'apparition des cancers, et la pollution en fait partie, mais elle est loin derrière le tabac, l'alcool, le surpoids, la mauvaise alimentation. Ok. On a un témoignage d'une personne qui me dit du coup, donc après traitement chirurgie, chimie et radio et débutant entre 5 et 10 années d'hormonothérapie, faut-il faire contrôle régulier, palpation et mammo? Mon cancérologue m'a juste dit on vous convoque dans 1 an, alors que mon cancer est agressif et a été détecté 6 mois après ma mammographie de contrôle. Ouais, c'est pas facile ces périodes-là. Effectivement, dans les recommandations médicales, quand vous avez passé un certain temps de surveillance très rapprochée, parce que je pense que vous aviez un suivi tous les 6 mois au démarrage, avec les traitements, il y a quand même eu tous les traitements, l'hormonothérapie, la chimiothérapie, la radiothérapie, donc on a un certain contrôle de la maladie. Et donc, du coup, on peut passer à une mammographie de contrôle par an en surveillance. Et je sais que j'ai une amie gynécologue qui conseille en fait à ses patients de faire son rendez-vous avec le gynécologue à mi-chemin, pas juste après ou juste avant la mammographie, mais à mi-chemin. Comme ça ça permet d'avoir un contrôle un peu intermédiaire. Ça peut être une solution en fait, surtout si ça vous angoisse. Vous faites votre visite chez le gynécologue ou la personne qui va prendre le suivi à peu près 6 mois après votre mammographie. Comme ça, il y a un regard interposé entre radiologue et gynécologue. Mais les recommandations, c'est une mammographie, un suivi par an, ça suffit. Ok. Alors, il y a Anne qui me demande, doit-on s'inquiéter de l'adhérence après 2 ans d'intervention? Alors, si c'est de l'adhérence au niveau de la cicatrice, c'est vrai que les cicatrices peuvent être un peu tirées, rétractées. Et c'est pas forcément, ça fait partie d'un mode de cicatrisation qui existe. Ce qui est important, c'est de voir si c'est quelque chose qui apparaît récemment et la cicatrice qui se modifie 2 ans après l'intervention, ou si finalement c'est la rétraction qui était là et qui persiste. Quand c'est la rétraction qui était là et qui persiste, non, c'est pas inquiétant. On peut effectivement, par hydratation, les massages, limiter un petit peu les zones de tension, mais c'est toujours un petit peu. Et après, par contre, une cicatrice qui se modifie, ça vaut le coup de la montrer. Peut-être que c'est rien du tout, mais au moins, il y a un regard médical qui va pouvoir surveiller certains critères qui alertent ou qui alertent pas. Ok. Soumenia qui nous demande, après une reconstruction sur une méthode DIEP, la palpation est-elle aussi efficace? Alors, moi, je suis médecin coordinateur du dépistage, je ne suis pas chirurgienne ni gynécologue. Et là, j'avoue que DIEP, je ne vois pas à quelle méthode ça se réfère, parce que je ne connais pas forcément toutes les méthodes, ou alors je la connais, mais pas sous ce nom-là. Donc, si vous pouviez en dire un petit peu plus. Sinon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que médicalement, la palpation apporte toujours une information.
qui est nécessaire et qui est complété par l'imagerie. Parce qu'à partir du moment où soit il reste du tissu mammaire, soit on met une prothèse ou une interface, on va avoir besoin de l'imagerie en plus pour surveiller. Alors, un dernier D'accord. détail, c'est reconstruction Voilà. par la peau du ventre. Donc logiquement, s'il n'y avait plus de glande mammaire, si c'est vraiment une ablation complète du sein et une reconstruction sans prothèse, l'examen clinique est suffisant le plus souvent. Et après, c'est adapté au cas par cas par le spécialiste en fonction de l'histoire exacte de ce qui s'est passé, de l'intervention, de l'histoire familiale s'il y en a une, notamment quand il y a des mutations génétiques. Mais normalement, quand on est sur une reconstruction où il n'y a plus de glande mammaire et pas de prothèse, la palpation est suffisante. Ok. Une question plus vaste. Que peut-on dire du cancer du sein chez l'homme? Alors, le cancer du sein chez l'homme, effectivement, on disait c'est assez rare, surtout par rapport au nombre de cancers du sein. On estime que quand on regarde l'ensemble des cancers du sein, donc les 59 000 cas en 2018, il y en a à peu près 1% qui ont eu lieu chez un homme et 99% chez les femmes. Le plus souvent, quand il y a un cancer du sein chez l'homme, c'est qu'on est sur une famille à risque génétique. Donc, quand il y a un cas chez un homme dans une famille, il faut surveiller de près la famille. Ça peut être intéressant de faire les recherches donc, au génétique, voir si on trouve un gène muté ou pas. Et quand on ne le trouve pas, de surveiller de près la famille. Après, donc, le cancer du sein chez l'homme, comme il n'y a pas de glande mammaire très développée, souvent on le détecte par la palpation. Hein, c'est l'homme qui remarque qu'il y a le sein qui se modifie, une boule qui apparaît. Le problème, c'est qu'il faut que l'homme pense à en parler au médecin. Et puis après, c'est souvent difficile à vivre parce que c'est un peu une atteinte à la virilité de dire j'ai eu un cancer du sein alors qu'on est un homme. Donc c'est vrai que c'est pas facile on en entend peu parler parce que c'est pas facile pour le vécu. Autant le cancer du sein pour une femme, c'est difficile parce que ça touche la féminité et vraiment une partie très visible de la féminité. Et pour l'homme, ça devient honteux parce que ils se sentent un peu touchés dans leur virilité. Donc c'est compliqué. Et après, ça s'opère la plupart du temps. Et puis, voilà, il n'y a pas de mammographie. Parce qu'on m'a déjà posé la question pourquoi on ne fait pas les mammographies chez l'homme comme il y a des cancers du sein chez l'homme. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on est vraiment sur une toute petite glande mammaire. Donc, l'examen clinique suffit. Et puis, on est sur un risque qui est relativement rare à l'échelle d'une personne. Le risque d'avoir un cancer du sein quand on est un homme est faible. Mais voilà. Il faut savoir que ça peut arriver. Il faut penser à montrer quand on a même quand on est un homme, quand on a remarqué une boule qui apparaît au niveau du sein, il faut en parler. Oui, qu'on soit un homme ou une femme, faut C'est que ce ça. soit un tabou. Alors, il y a une question. Qu'est-ce que le cancer du sein triple négatif? Alors, dans le cancer du sein, on dit le cancer du sein, mais finalement, il y a de nombreuses formes de cancer du sein. Et pour les différencier un petit peu et puis pour mieux choisir les traitements, on va doser certains marqueurs du cancer. Notamment, le plus souvent, on va doser ce qu'on appelle les marqueurs, les récepteurs hormonaux, donc des récepteurs sur lesquels vont pouvoir agir les hormones. Et puis après, l'hormonothérapie quand les récepteurs sont présents. Et puis, un autre marqueur qui s'appelle HER2. C'est très spécialisé, mais c'est vraiment les 3 grands marqueurs qu'on cherche. Que les marqueurs hormonaux, c'est celui aux oestrogènes et à la progestérone, donc 2 marqueurs différents, et puis le HER. Et voilà, en fonction de ces résultats-là, ça va nous donner une indication surtout de traitement, puisque si les récepteurs hormonaux sont là, on peut mettre de l'hormonothérapie. Si le récepteur HER2 est positif, on va pouvoir mettre un traitement spécifique qui va utiliser ce récepteur-là aussi. Et donc, le cancer triple négatif, ça veut dire qu'il n'a à la fois ni récepteurs hormonaux, ni marqueur HER2. Et donc, on ne pourra utiliser ni l'hormonothérapie, ni les traitements spécifiques de l'HER. Et donc, souvent, ces cancers-là sont des cancers qui sont assez agressifs dans leur évolution. Donc, quand on a les 3 marqueurs négatifs, on est vigilant aussi. Et comme on a moins de moyens d'action, souvent, on a besoin de la chimiothérapie pour agir dessus.
OK. Alors une autre question, est-ce qu'après un cancer du sein, est-il plus susceptible d'avoir un autre type de cancer du coup? C'est surtout après un cancer du sein, on a plus de risques d'avoir un nouveau cancer du sein. C'est pas forcément une récidive, mais on a un risque augmenté de refaire un autre cancer du sein. Donc, c'est pour ça qu'il y a une surveillance qui est spécifique. C'est pas que le risque de récidive, c'est aussi le risque de nouveau cancer. Après, sur Ça atténue peut-être d'année en année ou pas forcément? non, alors c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a un risque augmenté. C'est-à-dire qu'on a un corps qui va peut-être moins bien lutter contre les cellules cancéreuses. Enfin, on ne connaît pas encore tous les mécanismes, mais il n'y a pas de date limite en fait. Et donc c'est pour ça que la surveillance, c'est on dit à vie, tous les ans à vie, parce que le risque, on le garde toute sa vie. Donc on n'a pas la même égalité des chances face au cancer du sein, et donc on surveille jusqu'au bout. Après, il y a des histoires de cancers croisés, mais ce n'est pas tellement à l'échelle de l'individu, c'est plus dans la famille. Quand on va avoir des cas de cancer du côlon, des cancers de l'ovaire, des cancers du sein dans la même famille, c'est des risques qui se cumulent en fait. Et donc, et c'est surtout vrai pour l'association cancer de l'ovaire, cancer du sein, puisque les mutations génétiques les mieux connues, les BRCA1 et 2, vont agir sur les deux cancers. Donc, OK. on a une vigilance, même si on n'a qu'un seul cas de cancer du sein dans sa famille, mais qu'il y a un autre cancer de l'ovaire dans la même branche de la famille, là, il y a une vigilance. OK. Alors on arrive dans les dernières questions. Savez-vous s'il y a plus de cancers oups là, c'est remonté. S'il y a plus de cancer du sein chez la femme à forte poitrine ou aucun rapport? Alors, c'est pas tellement la forte poitrine qui joue directement. Donc, on sait qu'il y a un petit peu plus de risque de cancer du sein avec le surpoids. Et donc, on a généralement une poitrine un peu plus forte par le poids. Mais voilà, ce qui est compliqué, c'est la forte poitrine. Ça peut être soit beaucoup de glandes mammaires, soit finalement des amas de graisse parce qu'il y a un surpoids au niveau de la poitrine. Et donc, c'est pas directement lié. Non, c'est vraiment plus lié au poids. Après, ce qui est compliqué sur les fortes poitrines, c'est la palpation. On va avoir beaucoup plus de mal à palper bien l'intégralité du sein parce qu'il y aura des zones où, avec l'épaisseur de sein, on va moins bien sentir s'il y a une boule. Donc, effectivement, c'est plus de ce côté-là où on peut être mis en difficulté sur l'examen clinique par une forte poitrine. Mais voilà, après, on surveille. Les mammographies sont possibles sur les fortes poitrines, donc il n'y a pas de Ouais. souci. Et à l'inverse, justement, sur les très petites poitrines, est-ce qu'on va avoir du mal à détecter le cancer? Est-ce que la mammographie peut faire plus de mal, enfin, peut être plus douloureuse? Donc, généralement, les petites poitrines, on arrive un peu mieux à les palper. OK. Et puis, la mammographie est possible tout à fait sur les petites poitrines. C'est pas forcément la taille du sein qui va être le plus gênant en mammographie, parce qu'on a des fortes poitrines qui vont avoir mal à la mammographie par la compression. Effectivement, il faut réussir à étirer un petit peu le sein à la mammographie, mais c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas un souci. On arrive à surveiller et ça modifie pas le risque de cancer. OK. On va arriver dans je pense les 3 dernières questions là, parce qu'après, il va falloir, qu'on se quitte. Alors, après n'hésitez pas à nous envoyer, vos questions, par mail et on on Je essaiera d'y répondrai, répondre. c'est ça. Alors, quand le traitement d'hormonothérapie est terminé, sommes-nous encore suivis et le risque est-il plus important? Alors oui, après l'hormonothérapie, donc on continue la mammographie tous les ans à vie. Le risque est plus important qu'une femme qui n'a jamais eu de cancer, mais il n'est pas plus important que pendant l'hormonothérapie. Simplement, il faut être vigilant et suivi. Généralement, l'affection de longue durée se termine et donc s'il y a des soucis pour la prise en charge de la mammographie, il y a un dispositif qui s'appelle post-affection de longue durée et l'assurance maladie peut prendre en charge à 100% les examens d'imagerie de surveillance. Il faut que le médecin fasse une demande de post-ALD et du coup, ça permet tous les ans d'avoir mammographie, échographie pris en charge à 100%. OK. Le cancer du sein pardon. Le cancer du Dépendant ouais, dépendant, après la après ménopause. la ménopause.
Mais oui, si, la plupart la majorité des cancers du sein sont quand même hormonodépendants, puis on a encore un peu d'hormones après la ménopause à des niveaux beaucoup plus faibles. Mais en tout cas, si la question c'est par rapport aux récepteurs hormonaux dont on parlait, la majorité des cancers du sein, même après ménopause, sont positifs aux récepteurs hormonaux et on peut mettre de l'hormonothérapie après ménopause. Ok. Et donc, on arrive sur la dernière question. Le cancer du sein métastatique, pouvez-vous en dire quelques mots? Comment ça se fait? Comment ça se crée? Alors, on est sur le spécialisé. Je vais vous donner des grandes généralités, parce qu'encore une fois, je ne suis pas gynécologue ni oncologue, mais tous les cancers évoluent par une étape très localisée, puis une extension qui peut se faire localement en grossissant, en envahissant l'organe et qui peut atteindre les ganglions. Et puis après, il peut y avoir des cellules qui vont passer dans la circulation sanguine et qui vont aller donner des métastases, c'est-à-dire c'est des cellules de cancer du sein, là, dans ce cas-là, qui vont aller dans un autre organe qui n'est pas du sein. Donc, notamment, dans le cancer du sein, ça peut être régulièrement, c'est l'os qui peut être atteint avec des métastases osseuses. Il peut y en avoir au niveau du foie. Enfin, voilà, il y a différents organes. Chaque cancer a ses lieux de métastases fréquentes. Et donc, c'est des cellules du cancer qui migrent par la circulation et qui s'installent ailleurs et qui donnent une masse en dehors de l'organe d'où il vient. Il y en a toujours des cancers du sein métastatique parce qu'il y a des cancers qui vont être très agressifs et qui vont aller très vite. Donc, on ne va pas forcément les prendre en charge à temps. Ou à l'inverse, des cancers qui vont être très progressifs et on va les découvrir que tardivement parce qu'ils n'ont donné aucun symptôme. On a de plus en plus de traitements en fait pour les cancers du sein métastatique. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui vivent avec un cancer du sein métastatique et qui peuvent vivre longtemps avec leur métastase, mais avec des traitements pour essayer de contenir l'avancée du cancer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on a des métastases, on ne va plus guérir de son cancer, comme on peut avoir sur un cancer qui est très localisé. On opère, on fait les traitements et on estime que le cancer est guéri et on surveille qu'il n'y ait pas de récidive ou de nouveau cancer. Là, sur un cancer de métastatique, on va surveiller l'évolution, il n'y aura pas de guérison et on a des traitements qui contiennent les métastases de plus en plus longtemps avec les progrès thérapeutiques. Super. Eh ben, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette webconférence. Donc, n'hésitez pas, comme je disais, si vous avez vraiment des questions, à nous les envoyer par mail. De toute façon, on vous enverra un questionnaire pour savoir si ça vous a plu, si la webconférence vous a plu. Et n'hésitez pas à dire aussi si les choses qui vous ont déplu. Merci en tout cas, Dr Gaëlle Bianco, pour cette intervention. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je voulais juste vous dire que donc, cette webconférence a été enregistrée, donc elle sera disponible en replay de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et que donc, nous passons désormais à une fréquence une webconférence par mois. Et car nous essayons de remettre en place les conférences en présentiel et notamment pour le mois prochain, à l'occasion du mois sans tabac, nous ferons intervenir plusieurs personnes sur l'arrêt du tabac, comment et pourquoi arrêter de fumer. Et nous dévoilerons du coup toutes les informations, lieux, dates, comment venir, etc. Très prochainement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à aller sur notre site web pour avoir toutes ces informations. Merci à tous et merci encore, Dr Gaëlle. Merci. Merci. Au revoir. Passez une bonne soirée. Au revoir.